Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle édition du Scanner, une émission proposée par votre média d'investigation locale, le DOC. Ils ont la lourde responsabilité de nous nourrir au quotidien et pourtant, force est de constater que la relation entre la société et ses agriculteurs n'est pas au beau fixe. Les 8 et 22 octobre dernier, ils manifestaient à l'appel des syndicats SEA et jeunes agriculteurs pour dénoncer ce qu'ils ressentent comme de l'agribashing, autrement dit la perte de considération de leur profession. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Rémi Dumas, secrétaire général du syndicat des jeunes agriculteurs de l'Hérault. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors avant de parler des causes de ce que vous nommez l'agribashing, justement, j'aimerais qu'on revienne sur depuis quand vous le ressentez, cette rupture avec la société. Déjà, merci de nous recevoir dans votre journal. Merci d'accepter l'invitation. C'est rare qu'on donne la parole aux agriculteurs et aujourd'hui, donc, on va saisir cette opportunité. Ça fait quelques années qu'on ressent déjà une méfiance envers l'agriculture et bien sûr, c'est alimenté au fur et à mesure des semaines par les grands médias avec des reportages à charge sur l'agriculture. Et justement, on n'a pas ce droit de réponse derrière ou alors des interviews interminables mais où on prend le moment qui n'est pas bon pour nous, entre guillemets, mais qui a la réalité du terrain n'est jamais montrée. Là, c'est ce qu'on disait, au moins il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de coupe dans cette émission, donc... on peut imaginer que cette rupture justement avec la société, elle vient avec la prise de conscience écologique, donc effectivement largement relayée par les médias, mais qui fait aussi que la population s'est reconnectée peut-être aux conditions de production de ce qu'elle mange, ce qui était beaucoup moins le cas je pense il y a quelques années, et notamment autour donc, des pesticides, on va discuter de l'appellation. Avant même de rentrer dans le détail, j'aimerais savoir si vous et votre syndicat, vous contestez la dangerosité de ce que j'appelle les pesticides, de ce que vous appelez donc des produits phytopharmaceutiques, qui est le terme exact. Pesticides, bien sûr, a une mauvaise connotation. Ce sont des produits, ce sont des médicaments pour les plantes. Il faut se mettre ça en tête. Nous, aujourd'hui, on passe du produit sur le végétal pour soigner les maladies des plantes. Il y a quand même une raison économique aussi, c'est qu'il faut récolter pour pouvoir gagner un peu d'argent derrière. Donc pour avoir un rendement suffisant pour pouvoir vivre, on est obligé de traiter, bien sûr, et de mettre ces produits sur nos cultures. Demain, si on arrête tout produit, alors oui, il va y avoir des productions, mais à quelle échelle ? Il faut quand même, on est plusieurs millions en France, il va falloir nourrir tout le monde. Donc c'est une réalité derrière économique, mais aussi pour pouvoir nourrir l'ensemble de la population. Ça, on l'entend bien qu'il y a évidemment l'agriculture, elle évolue aussi au fur et à mesure que la population croît, et ça change la donne évidemment, mais sur la question de la dangerosité, on a quand même on a compilé beaucoup de documentation scientifique. Vous êtes les premières, les agriculteurs sont les premières personnes exposées. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'on a du mal à, donc là on va reprendre donc la question des zones de non-traitement qui a été proposée donc par le gouvernement, une distance de 10 à 5 mètres de principe de précaution, entre guillemets, quand il y a des habitations. Vous vous y opposez donc à cette notion de distance. On a du mal à l'entendre, en fait, parce que... Vous savez, il faut du bon sens, et du bon sens paysan. Aujourd'hui, nos pratiques ont évolué depuis 20-30 ans vers des appareils plus performants, vers un raisonnement de ces traitements. Donc on ne va pas traiter n'importe quand, n'importe comment. Aujourd'hui, on traite la nuit. On vient nous voir, on dit « vous vous cachez quand vous traitez la nuit ». Non, moi je traite la nuit parce qu'il fait moins chaud et que le produit, quand je l'applique, il est mieux appliqué. Il est mieux diffusé sur la plante, il n'y a pas de dérive. Donc nos appareils sont conçus pour aller justement vers moins de dérives, moins d'utilisation. Donc oui, il y a cette question de distance, si vous voulez, c'est que les habitations sont venues grignoter les terres agricoles. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des parcelles enclavées dans les habitations. Si on nous enlève encore des distances, on va encore reprendre sur ces parcelles. C'est des milliers d'hectares qui vont disparaître sur le département. On a du mal à concevoir. C'est vrai que quand on annonce des municipalités, on parlait de distance de 150 mètres, par exemple, avec les habitations. Là, on part sur une distance de 10 à 5 mètres. On a tendance à penser que vous pinaillez. Déjà, vous savez, pour tourner d'une rangée sur l'autre, par exemple en viticulture, il y a au moins 5 mètres. Donc déjà, la distance, elle y est. On ne pinaille pas. Comme je vous dis, s'il n'y a pas de dérive et si le traitement est bien apposé, la personne à côté ne va pas être contaminée. Il faut voir ce qu'elle mange. Parce que bien sûr, quand on fait des prélèvements à droite à gauche, on ne regarde pas l'alimentation de la personne ou son mode de vie, les produits cosmétiques, les lessives, etc. Donc la première chose où on va taper, c'est sur l'agriculture.
Et c'est ça où on en a assez, parce que c'est tout le temps l'agriculture qui est stigmatisée. Pourquoi ? Parce qu'on est une minorité. La seule chose qu'il y a, c'est que ces personnes, bien souvent, ne regardent pas ce qu'elles achètent au final. Parce qu'aujourd'hui, nous, on essaye de redonner du lien entre le consommateur et l'agriculteur. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est venez nous voir. Venez dans nos exploitations, on vous ouvre, on vous montre la réalité du terrain. Comment on applique nos produits ? Il ne faut pas se leurrer, on en applique en bio, en raisonné, en conventionnel. Mais j'ai bien dit raisonné. Et ça, c'est la majorité, j'ai envie de dire la totalité des agriculteurs raisonnent leur traitement. Si on met un mauvais traitement au mauvais moment, ça ne marche pas. Donc, mais vous avez pas vous pensez pas que votre discours il est moins entendu ou en tout cas difficilement entendable, justement parce que en fait on pourrait l'interpréter de différentes manières, cette rupture entre les agriculteurs et la société, c'est qu'il y a aussi un regain d'intérêt pour notamment le bio, ou une partie de la population qui est prête à payer plus cher, pas tout le monde, qui est prête à payer plus cher pour des meilleures pratiques et pour protéger une certaine agriculture. Donc, comme je vous disais, les pratiques ont beaucoup évolué. Vous parlez du bio, il faut savoir que les bio traitent aussi, attention de pas... toutes les agricultures traitent pour récolter derrière et pour avoir un produit de qualité. C'est pas parce qu'on traite que ça va pas être de qualité, au contraire. Après, il faut employer les mots. Si on parle du glyphosate par exemple, le glyphosate n'est jamais utilisé sur la culture. Parce que le glyphosate, ça sert à enlever les herbes qui font de la concurrence justement à nos cultures. Donc on va pas l'appliquer sur les cultures, sinon elles vont griller. Donc je vois pas comment on peut retrouver des résidus. Par exemple, dans mon raisin, j'utilise très peu de glyphosate, juste pour mettre au pied des souches, alors que la vigne n'a pas poussé encore. Je vois pas comment on peut le retrouver là-haut. C'est là où il y a une rupture et que les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous, demain, on nous demande très prochainement de nous passer de cette molécule. Mais on n'a aucune solution derrière. Ou alors ça va coûter extrêmement cher. Rien qu'à la mise en place pour faire de nouvelles pratiques, c'est un coût énorme. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais le prix où on me paye mon raisin, moi je vais arrêter. Alors justement, par exemple, la Confédération Paysanne, qui est un autre syndicat, elle considère que cette transition écologique, elle est incontournable, mais par contre, elle dénonce le fait que vous ne soyez pas assez accompagné financièrement ou matériellement. Est-ce que vous rejoignez ce point de vue, ou vous, vraiment, non, vous pensez que cette transition, elle n'est pas nécsaire ? La transition, elle se fait depuis des années. Déjà en réduisant notre apport en molécules, en faisant des nouvelles pratiques. On commence de plus en plus à laisser l'herbe entre les rangs de vignes, par exemple, à faire du travail du sol. Mais en contrepartie, tout ça, ça prend plus de temps. Donc forcément, ce temps où on l'on met, le passage aussi du tracteur, qui est beaucoup plus fréquent. Donc on passe moins de produits, mais on pollue plus l'air. À voir ce qui est le mieux. Ça, c'est la réalité. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'expliquer aux gens cette différence. Mais attention, on n'est pas... On pourra s'en passer sûrement à terme, mais il nous faudra quand même des choses en face, ne serait-ce que financières, pour essayer juste de gagner un peu d'argent pour vivre. Parce que demain, on travaille déjà beaucoup pour réduire les produits et faire des pratiques un peu plus novatrices, on va dire. Mais ça nous prend beaucoup plus de temps. Donc jusqu'à quand on va tenir de travail à perte ? Alors, avant de passer à la thématique suivante, vous avez donc, j'ai dit que vous vous étiez opposé donc aux zones de non-traitement, mais par contre, vous proposez donc une charte de riverains, c'est bien ça ? Voilà. Justement, c'est quoi les solutions que vous proposez ? Déjà, ce que je voulais revenir par rapport aux zones de non-traitement, c'est déjà sur les lieux sensibles. Nous avons mis des horaires, par exemple sur les écoles ou les lieux où il y a des personnes âgées, où il y a des planches horaires où là, on peut apporter des produits et traiter en dehors des heures d'ouverture, par exemple, tout ça. Ça, c'est du bon sens. Il faut arriver à ça. Ensuite, la charte riverain a été faite entre les agglos, les Comcom, la métropole, toutes les collectivités, les mairies et l'agriculture, de parler ensemble. Et de dire aux riverains, voilà ce qu'il arrive. Il y a des zones de non-traitement, il n'y en a pas. Voilà, il faut arriver à dialoguer. Et cette charte de riverains, c'est pour renouer le dialogue entre les riverains, l'urbain et les agriculteurs. Comme je disais tout à l'heure, l'urbain grignote sur l'agriculture. Il
faut qu'on cohabite. On va y venir à la disparition des terres agricoles. Il y a un autre facteur donc, qui crée la méfiance et qui a suscité beaucoup de réactions dans la société. Donc, c'est la dénonciation du non-respect du bien-être des animaux. Et là aussi, donc votre syndicat donc, s'est fortement opposé, en tout cas, on va citer L214. Vous avez clairement dénoncer en tout cas les pratiques de ces associations. Là aussi, on peut comprendre qu'avec la société, ça crée un clash parce que bon, on voit les vidéos, elles sont relativement insoutenables, donc sans aller jusqu'à dire que ça se passe partout comme ça, on a quand même envie qu'il y ait une condamnation qui suive ce genre de pratiques. Déjà, condamnation pour tout le monde. Déjà, il y a une intrusion sur l'exploitation. C'est comme si on rentrait chez vous. On rentre chez vous. C'est comme si moi, demain, je venais dans votre maison vous voler. Déjà, pour l'agriculteur, c'est un ressenti, surtout quand il y a des parlementaires qui s'amusent à faire ça. C'est quand même une aberration. Vous rentrez chez les gens comme ça sans rien dire. Première chose. Deuxième, on ne dit pas qu'il n'y a pas des brebis galeuses. Mais ça représente quoi? 1, 2, 3. On essaye justement de les accompagner pour qu'il n'y ait plus ces pratiques. Mais pourquoi montrer juste là ces quelques cas que l'on dénonce aussi? Et pas venir comme dans notre département de l'Hérault où nous avons quand même une multitude de productions et d'élevage. Venez les voir, ils sont en plein air, ils sont bien nourris, donc, est-ce que encore une fois, l'agriculture intensive telle qu'on nous la présente, elle peut permettre un bien-être animal? C'est le fond de la question en fait. On ne remet pas en cause le paysan avec... De l'agriculture intensive, il y en a de moins en moins. On parle bien en France. C'est là aussi la différence, c'est que les gens nous demandent de faire des choses, mais au-delà vont acheter, où on nous demande beaucoup plus de contraintes, et derrière, en même temps, j'ai envie de dire, on va signer des CETA, des Mercosur, des traités de libre-échange, pour importer de la viande qui n'est pas du tout faite dans les mêmes conditions animales, conditions de production que nous. Nous, aujourd'hui, venez dans nos exploitations. Ça, par exemple, c'est un argument sur lequel vous pourriez vous retrouver avec la société, la dénonciation du CETA. Je pense que vous êtes suivi par la société sur ce On est suivi dans la société parce que ils veulent beaucoup plus de choses meilleures. Nous aussi, on est les premiers consommateurs, il ne faut pas l'oublier quand même. On fait tout pour faire des bons produits. Il faut savoir une bête maltraitée va faire de la mauvaise viande. On n'a aucun intérêt à ça. Nous, on recherche de la qualité. Donc demain, si on maltraite nos bêtes, mauvaise viande, on va mal la vendre, aucun intérêt. C'est pour ça que nos élevages sont dans des pratiques beaucoup plus vertueuses, avec pastoralisme par exemple dans l'Hérault sur beaucoup d'espace, l'entretien des forêts aussi, pour arrêter les feux. Donc oui, on se rejoint. Par contre, dans l'acte d'achat derrière du consommateur, on ne le voit pas forcément. Déjà, notre viande est plus chère parce qu'elle coûte plus cher à produire. Donc la personne, quand elle voit du poulet à droite et à gauche, elle va se dire bon, celui-là est beaucoup moins cher, mon portefeuille, il ne peut pas aller à gauche. La solution finalement de ces associations qui vont inciter à manger moins de viande, par exemple, on mange de la viande 2 fois par semaine, mais on mange de la bonne viande. Ça va dans votre sens, ça. Ah, mais nous, on prône la qualité. Ce qui nous dérange, et moi particulièrement, c'est qu'on me dicte ce que je dois faire. Moi aujourd'hui, j'aime manger. J'aime la bonne bouffe, comme on parle chez nous, avec l'esprit du Sud qui règne chez nous. Voilà, c'est se mettre, faire des grillades, une bonne côte de bœuf, avec un petit verre de rouge, avec sagesse. Moi, je veux pas qu'on me l'interdise, ça. Aujourd'hui, à grande écoute sur les médias, c'est il faut manger vegan, il faut manger moins de viande, il faut manger ci, manger bio, enlever ça, enlever le gluten. Non, laissez-moi faire comme je veux. Voilà, moi, la personne qui a envie d'acheter de la viande qui vient du Brésil, qu'elle le fasse, que ce soit bien d'ailleurs dans les rayons, en supermarché, bien distingué, la viande de France et la viande étrangère. Si la personne veut acheter cette viande, qu'elle ne vienne pas demain me dire « produis mieux ». C'est là où les agriculteurs, on est stigmatisés parce qu'on nous demande des choses, mais derrière, la personne ne regarde pas. Comme ce n'est pas devant ses yeux, elle ne le voit pas. Et c'est là où nous, moi tous les jours, je suis désolé,
J'en ai assez qu'on me dise produit comme ça. Moi, je ne vous dis pas de faire votre métier de journaliste. Le temps file très vite d'ailleurs. Il y a évidemment un sujet qu'on doit aborder. Et pareil, encore une fois, je pense que ça dépasse la rupture entre sociétés, enfin en tout cas entre population urbaine et population rurale. C'est la disparition des terres agricoles, vous en avez parlé. C'est une véritable problématique. En quoi ça menace vous, par exemple, dans l'Hérault, dans la métropole, est-ce que c'est un frein à l'agriculture, cette disparition des terres agricoles? Le premier frein à l'installation, c'est parce que la personne ne peut pas trouver des terres pour cultiver. Aujourd'hui, il y a quand même 5 fois la surface de Paris qui disparaît par an. C'est 44 baguettes par seconde. C'est énorme, si on parle... Donc la métropole est beaucoup attractive. D'ailleurs, on s'en réjouit. C'est bien, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Seulement, il faut les loger, ces personnes. Où on va chercher les terres? Sur les terres agricoles. Il y a des terres peu productives, mais c'est beaucoup plus facile de construire sur des terres qui sont nues et bien dégagées. Donc, avec le SCOT de Montpellier, on a réussi, à travers la Chambre d'agriculture et les syndicats, de discuter avec la métropole, de faire reculer l'échéance du SCOT pour essayer de préserver un maximum de terres agricoles. Aujourd'hui, on nous demande de produire localement, mais en même temps, les habitants veulent s'installer ici et ne pas avoir l'agriculteur à côté de chez lui. Il faut trouver un bon sens et un juste milieu entre tout. Donc, il y a des terres à fort potentiel agricole. Si on nous les enlève, on ne pourra plus produire localement. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a un enjeu sur l'eau et l'irrigation. On l'a encore vu cette année avec une sécheresse qui s'accentue tous les étés. Il y a été des fonds publics qui ont été mis pour irriguer des terres et amener l'eau sur ces terres agricoles. À échéance proche, on nous enlève ces terres. Et nous, derrière, on demande d'apporter l'eau sur d'autres. Donc je pense que là, il y a un calcul à faire différent. Peut-être redensifier aussi les villes. C'est la problématique de l'urbanisation actuelle, justement. Voilà. Donc tout le monde veut son bout de jardin, mais veut aussi manger localement. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce que, donc justement, vous avez parlé d'une discussion avec la métropole. On nous avait annoncé, donc avec la P2A, donc la politique... Montpellier s'est doté d'une politique agricole, en tout cas c'est ce qui a été communiqué. Elle garantissait donc une protection des 2/3 des espaces agricoles à Montpellier. Elle garantissait une relocalisation de l'alimentation, une alimentation saine et durable. Donc ça, c'était il y a 5 ans. 5 ans après, est-ce que vous, dans l'exercice de votre métier, vous avez vu un effet de cette politique de la métropole ou pas? Il y a eu des consommations de terres, des expansions de villages. Moi, quand on me parle de relocaliser l'agriculture, elle y est là, elle fonctionne. Pourquoi la relocaliser? Où on va nous mettre? On n'est pas des pions qu'on déplace comme un bureau qu'on peut mettre à droite ou à gauche. Nous, il nous faut des bonnes terres que l'on travaille depuis des années. On entretient ce paysage aussi de la métropole et les villages alentours. On va nous relocaliser où? Sur les toits des habitations? Pourquoi pas? De l'agriculture urbaine, il en faudra un peu, mais je le disais en entame, c'est que demain, il faut nourrir une population. Et si tout le monde veut manger sainement, durablement, nos bons produits du sud de la France et de la France en général, j'ai envie de dire, il faut qu'on garde l'agriculture en France. Le pacte de Milan, par exemple, qui a été organisé, enfin le rassemblement qui a été fait à Montpellier, c'était un événement urbain ou alors ça a fait parler aussi dans le monde agricole? C'est quand même axé très urbain. Alors bien sûr, on était là. Mais on était là sur la photo. Il faut venir sur le terrain. Voilà. C'est tout ce qu'on demande dans l'agriculture, c'est qu'on nous considère et qu'on vienne nous voir la réalité des choses, la réalité sur le terrain. Parce que les politiques qui se font dans des bureaux, elles ne peuvent pas marcher. Alors, juste pour terminer, parce qu'on est en train d'exploser le compteur, on parle souvent de l'agriculture en lien avec la Commission européenne. Là, on va rentrer dans les élections municipales. Est-ce qu'il y a un enjeu pour l'agriculture dans des élections locales comme ça? Les élections locales, pour nous, sont essentielles. Parce que de plus en plus, il y a des maires qui ne sont pas issus des villages ou des villes. Donc déconnectés de l'historique du village. Il y a encore des villages dans la métropole où la première économie, c'est l'agriculture. Demain, il y a un maire qui n'est pas sensibilisé à cela,
où dans le conseil municipal, il y a beaucoup moins d'agriculteurs, et d'ailleurs je félicite tous les agriculteurs, et notamment les jeunes, qui s'investissent dans les conseils municipaux, parce qu'il faut considérer. Et justement, par exemple, dans les documents d'urbanisme, le SCOT, les PLUI, etc., qui sont en train de se faire actuellement, s'il n'y a plus d'agriculteurs dans les discussions, on va perdre ce potentiel agricole. Et demain, outre la richesse et le potentiel de production, c'est aussi les paysages. Parce que les gens viennent ici, chez nous, pour un cadre de vie idéal. Le cadre de vie, en grande partie, c'est l'agriculture qui le façonne. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Rémi Dumas, d'être venu dans le scanner. Donc, notre émission est finie pour aujourd'hui. Vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube du Doc et sur le site ledoc-info.com. Je remercie, comme chaque semaine, Wissam et Chloé pour leur accueil dans la librairie Fière de Lettres, Gabriel Fradin pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine.